Bonjour à tous et bienvenue sur la place de la Joliette à Marseille. Aujourd'hui, je vous emmène pour une visite insolite au fil du tram. Le tram fait partie depuis plus d'une centaine d'années du paysage marseillais d'hier et d'aujourd'hui et il va nous servir de fil conducteur pour une découverte du 19e siècle, cette époque bénie durant laquelle Marseille s'enivre de richesses et de fêtes. En effet, à partir des années 1850, de grands projets sont initiés dans la ville. La création des ports Nord en 1844, ainsi que la création de la gare Saint-Charles à partir de 1848. De grands événements internationaux vont également concourir à faire de Marseille une étape essentielle du commerce en Méditerranée. Notamment en 1830, la prise de l'Algérie et puis en 1869, la fin du percement du canal de Suez. On le voit, toutes les conditions sont réunies pour attirer à Marseille des banquiers, des hommes d'affaires et des investisseurs avisés. Parmi les bâtiments qui sont témoins de cette profonde transformation, il y a les docks. On y va, suivez-moi. Les docks est un mot anglais qui désigne de vastes entrepôts destinés à stocker les marchandises qui étaient débarquées à 2 pas d'ici dans le port de Marseille. C'est une idée qui intervient dès le début du 19e siècle en Angleterre, dans les ports de Londres et Liverpool. Et c'est une mégastructure d'à peu près 365 mètres de long qui va voir le jour à Marseille à partir de 1864. Cette mégastructure témoigne véritablement de la transformation industrielle du port de Marseille et de sa mécanisation. Dans les années 2000, le bâtiment des docks a été entièrement réhabilité. Nous nous trouvons actuellement dans l'un des 4 atriums autour desquels les marchandises étaient stockées. Et vous le voyez, le bâtiment a été entièrement rénové avec une décoration beaucoup plus contemporaine, un lieu très accueillant dans lequel on va trouver aujourd'hui des bars, des restaurants, des clubs de gym, tout un ensemble de services également faits pour ceux qui travaillent à l'intérieur de ce bâtiment. Nous voici maintenant à l'intérieur des docks. Nous nous trouvons actuellement dans l'hôtel de direction, c'est-à-dire l'endroit où se trouvaient les bureaux pour les directeurs du bâtiment. Ce lieu a reçu une décoration particulière avec une mosaïque de pavement ainsi qu'un très bel escalier en marbre et son garde-corps sur toute la hauteur de l'escalier. C'était le lieu où les directeurs recevaient les clients, les vendeurs ou les acheteurs et ils pouvaient également occasionnellement y passer la nuit. C'est la raison pour laquelle se trouvent également des appartements dans ce bâtiment. Avant de devenir la rue de la République en 1870, cette rue s'appelait la rue Impériale. En effet, Napoléon III vient visiter Marseille de manière officielle en 1860 et on lui soumet un projet un petit peu fou et surtout radical, le percement d'une large voie permettant de relier le Vieux-Port au port Nord. Et on touche là au principe même de la rue de la République, c'est-à-dire réduire les mouvements de charge, les marchandises que l'on débarque dans le Vieux-Port et les amener vers le nouveau port et en particulier les docks que nous venons de visiter. C'est vraiment un projet extraordinaire qui, pour être mené à bien, devra traverser une colline, la butte des Carmes, qui fait traditionnellement partie de la vieille ville. D'ailleurs, on le voit juste ici, on aperçoit l'ancienne église des Carmes qui se retrouve juchée à plus de 25 mètres de hauteur. Il faudra également exproprier à tour de bras et il faudra surtout détruire une grande partie des rues de la vieille ville. Un poète marseillais qui est de ce quartier, Victor Gelu, va prendre la plume pour défendre les petites gens qui ne seront pas capables de retrouver un logement sur la rue Impériale. Il dénonce cette expropriation, il dénonce l'éradication des classes populaires dans le centre-ville et surtout une modernisation à marche forcée. Enfin, la rue de la République va être construite malgré tout en à peine plus de 2 ans. Et c'est un projet vraiment
incroyable si l'on considère les moyens réduits qui étaient à disposition des ouvriers de l'époque. Ils travaillaient effectivement avec de simples pelles et des pioches. La rue de la République sera finalement bordée d'immeubles tels qu'on peut les voir sur les grands boulevards haussmanniens à Paris, des immeubles que l'on appelle immeubles de rapport et qui étaient destinés à la petite bourgeoisie marseillaise. Mais dès l'origine, la petite bourgeoisie n'aime pas vraiment cette architecture du nord de la France et elle va délaisser la rue de la République car le rêve de la petite bourgeoisie est d'imiter la grande bourgeoisie, c'est-à-dire vivre dans des hôtels particuliers fastueux avec jardin. Ce sont donc finalement des armateurs ou des négociants qui installeront leurs bureaux dans les appartements de la rue de la République. Après avoir effectué quelques zigzags depuis la rue de la République, nous débouchons maintenant sur le cours Belzunce. Le cours Belzunce a été ouvert au XVIIe siècle et sert d'articulation entre le centre historique, la vieille ville, et la ville nouvelle qui a été voulue par Louis XIV. C'est sur cette belle avenue qu'en 1857, l'Alcazar lyrique ouvre ses portes à un public marseillais friand de divertissement et de spectacles. Au début, on donne surtout des pantomimes. C'est un genre très ancien, une discipline pratiquée dès l'Antiquité et qui consiste pour le comédien à ne s'exprimer que par des gestes. Au XXe siècle, l'un des plus connus sera par exemple le mime Marceau. La salle de l'Alcazar pouvait accueillir près de 1600 spectateurs et c'est là que les jeunes talents ou les artistes confirmés venaient se produire en spectacle devant un public marseillais dont on dit qu'il était capable de faire ou de défaire une carrière en une seule représentation. En 1873, l'Alcazar va subir un terrible incendie qui le détruit en à peine 4 heures, laissant des Marseillais totalement sous le choc. Ils ont perdu une des salles de spectacle les plus courues à Marseille. C'est la raison pour laquelle la direction décide une reconstruction très rapide. Et en à peine 6 mois, le 24 décembre 1873, l'Alcazar renaît de ses cendres et ouvre à nouveau ses portes à des Marseillais ravis. L'Alcazar propose alors des spectacles plus diversifiés et notamment les opérettes marseillaises, celles de Vincent Scotto bien sûr, mais également des cafés-concerts ou du music-hall. Aujourd'hui, de cette époque fastueuse, il ne reste plus que la marquise que vous apercevez juste derrière moi, cette très belle ferronnerie qui orne depuis 2004 la façade de la bibliothèque municipale à vocation régionale, la nouvelle vie de l'Alcazar. Au débouché du cours Belzunce, le tram remonte le long de la plus longue avenue du monde, enfin pour les Marseillais. Bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est la Canebière. La Canebière, initialement, se trouve sur un espace que l'on appelle les Lys, c'est-à-dire un espace qui se trouve devant les murs de la ville. C'est là que, depuis le Moyen-Âge, les cordiers se sont installés. En effet, les cordiers tressent les cordes de bateaux et vu la proximité du port qui se trouve juste en contrebas de la Canebière, eh bien, c'est un lieu idéal pour cette corporation. La physionomie actuelle de la Canebière va beaucoup évoluer depuis le XVIIe siècle. En effet, 2 rues lui seront rajoutées, c'est-à-dire la rue de Noailles sur laquelle nous nous trouvons, et puis un petit peu plus tard, les allées de Meillan qui forment en réalité une sorte de promenade pour les Marseillais. Avec l'inauguration de la gare Saint-Charles, la Canebière est bordée de grands hôtels. En effet, de nombreux voyageurs ou simples visiteurs débarquent à Marseille dans l'espoir de partir ensuite vers des voyages au long cours ou des croisières d'exploration. Pour ces voyageurs, eh bien, il faut trouver des hôtels confortables et parfois même luxueux. Et c'est le cas de l'un d'entre eux, l'hôtel du Louvre et de la Paix que je vais vous présenter maintenant. L'hôtel du Louvre et de la Paix est ouvert en 1862-1863. Vous le voyez, son entrée est ornée de 4 cariatides. Elle représente 4 continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et les Amériques. Ce lieu accueillait également de grands événements dans de superbes salons
dont certains étaient ornés de cheminées monumentales en marbre, ainsi que de superbes horloges décorées en chryséléphantine, c'est-à-dire en or et en ivoire. Parmi ces événements marquants, il y a en 1896 la projection d'un des premiers films des Frères Lumière à Marseille. Nous voici quasiment arrivés au terme de notre balade. Mais cette découverte ne serait pas complète sans un arrêt devant une des plus anciennes institutions marseillaises, la confiserie-pâtisserie Plochu. C'est un endroit où l'on peut déguster de superbes entremets, tout un tas de brioches que l'on appelle ici mouna à la fleur d'oranger, des pognes ou bien tout simplement des navettes marseillaises ainsi que des calissons. C'est un endroit dans lequel vous pourrez également trouver une spécialité unique à Marseille, la tarte poire bourdaloue. Il s'agit d'une meringue italienne très souple posée sur un lit de poire. C'est véritablement un délice, alors n'hésitez pas, si vous avez envie de vous régaler, venez faire un petit arrêt chez Plochu. Si vous avez envie vous aussi de suivre cette balade, n'hésitez pas, vous la retrouverez sur le site de l'association Provence Guide Interprète et nous serons ravis de vous retrouver à cette occasion. Moi je vous remercie chaleureusement pour votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt dans cette magnifique ville de Marseille. Merci, à bientôt.